Donc, concernant la suite, suspense que vous attendez, je pense tous, avec impatience, le professeur Catherine Uzan sur la fameuse retraite, vous dis-je, et qui, comme vous le savez, on ne la présente plus, mais c'est donc un professeur de chirurgie cancéro-gynéco à la Pitié et à la Sorbonne, et qui est chargé de mission justement sur l'amélioration des retraites HU auprès du ministre. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je ne suis pas sûre que je pourrais dire merci pour la mission par contre, mais en tout cas, je suis ravie de pouvoir partager avec vous ces quelques mois qui ont été très riches pour moi en tout cas, et j'espère qu'ils aboutiront à des choses qui pourront répondre à certaines attentes. Ici, c'est un extrait de la lettre de mission. Alors, comme toute bonne lettre de mission, il y a la réponse dans la question. Donc, la question qui était posée, c'était comment est-ce qu'on peut améliorer les retraites, et notamment se poserait la question de pouvoir cotiser sur nos émoluments hospitaliers qui sont, disons, notre activité accessoire. Et c'est clairement un contresens de ne pas pouvoir cotiser sur cette activité. Alors, en préambule, tout ça n'est absolument pas nouveau, et d'ailleurs, c'est une des éléments lorsque j'ai commencé à discuter avec grand plaisir avec les syndicats sur toute l'historique qu'il y avait sur ce questionnement. Donc ça, c'est un rapport de l'IGAS qui a 12 ans, qui est en ligne, mais non publié officiellement, comme m'a demandé de le préciser la DGOS, et qui parlait de cette situation originale, et là, c'est pas original dans le bon sens, des hospitalo-universitaires, puisque il y avait ce terme a accessoirement pour conséquence d'accroître l'écart entre praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires depuis les évolutions du statut de PH, et l'impact de la suppression de la validation des services auxiliaires qui est survenue en 2010 et qui crée encore un écart entre les différentes générations en matière de retraite. Donc, je ne vais pas revenir sur le constat unanime sur les difficultés d'attractivité des carrières HU. On a eu une magnifique réinterprétation de Johnny Hallyday sur l'envie d'avoir envie par le professeur Kochner à la salle. Donc, je ne vais pas reprendre tous ces éléments-là. On vous a parlé de l'étude Happy HU qui parlait, qui expliquait que 99% de nos collègues s'inquiétaient pour la retraite, avec notamment cet élément fort qui est de savoir que le taux de liquidation des HU, c'est-à-dire le taux de remplacement par rapport au dernier salaire, quand on n'a pas de validation des services auxiliaires, est actuellement de 29,6%, ce qui est un taux historiquement bas, même avec la DGOS quand on a cherché, même préfet, même voilà, on n'a pas trouvé d'autres métiers où il y avait un taux de remplacement aussi bas, même si on a bien cherché. Il y a toujours ce prétexte, mais prétexte qui historiquement s'explique par la création du statut en fait de HU, où la plupart des HU au départ avaient une activité libérale. Donc l'activité libérale, c'est un faux prétexte puisque ça représente 17% des HU. Donc ce n'est pas avec ce type de complément qu'on va pouvoir obtenir une retraite logique par rapport à l'activité exercée. Alors avec des symptômes forts, on vous a parlé tout à l'heure de l'enquête qui a été menée auprès des différents doyens sur les postes de CCA qui n'étaient pas pourvus, et une augmentation certes faible des démissions parmi les MCU, mais il y a aussi une nouvelle enquête qui m'a été adressée par Guillaume Captier sur les projections potentielles de gens qui voudraient changer d'activité. Donc, face à ce constat, il y a une démarche qui avait été réalisée, qui était censée être un dispositif transitoire, qui est l'abondement, qui, lorsqu'on a eu nos réunions, était unanimement critiqué. Dans les éléments qui sont importants sur le dispositif de l'abondement, je remercie la conférence des DG qui m'a donné les dernières informations sur le taux de gens qui abondaient. C'est 67% des HU qui participent au dispositif. Ce taux a encore augmenté, et avec des chiffres en termes de transposition budgétaire qui s'approchaient de près de 9 millions d'argent qui étaient utilisés pour ce système d'abondement, avec d'un autre côté finalement un impact sur les pensions qui demeure limité, et selon... Alors, les projections, c'est toujours complexe, mais selon les projections, pour 1 euro placé sur l'abondement, on va le récupérer au bout de 20 ou 25 ans selon les projections, donc un dispositif finalement peu pertinent.
Alors, comment se sont déroulées les concertations après cette mission? Donc, après, on a eu une première réunion multilatérale en février 2023 qui a abouti à un certain nombre de réunions bilatérales avec tous les concernés, que ce soit chaque syndicat, la FHF, la conférence des DG, des présidents de CME, de CHU, la conférence des doyens, CNU Santé, les services du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et on a eu une nouvelle réunion multilatérale en mars qui a abouti à un rapport qui a été remis officiellement en juin 2023 et l'annonce de mesures par les deux ministres de tutelle le 24 octobre 2023, c'était pendant les vacances scolaires bien sûr, avec donc qui aboutit à des projets dans le cadre de l'amendement, dans le cadre de la loi visant à l'amélioration de l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels de Monsieur Valletoux. Alors, quelles étaient les mesures qui étaient proposées par le rapport en une diapositive? Ce qui unanimement était demandé, c'était le retour de la validation des services auxiliaires. Cotisation, en sachant que la question était aussi quel coût ça représentait en 2023 de pouvoir racheter ces services auxiliaires. Cotisation sur les émoluments hospitaliers. Différents scénarios qui ont été discutés et proposés. Premier scénario, l'inclusion des émoluments H dans le service des retraites de l'État, le SRE. Deuxième scénario, une affiliation IRCANTEC. Et là, dans le cadre de ce deuxième scénario, différents scénarios de tranches, donc avec des hypothèses, trois hypothèses, dont une hypothèse qui était la tranche spécifique. Qu'est-ce qui est la proposition actuelle ? La proposition actuelle, c'est une affiliation à l'IRCANTEC, donc dans le cadre du régime complémentaire d'affiliation, donc celui auquel ils ont cotisé pendant leur période d'étudiants en médecine et de médecins contractuels. À coût constant, l'IRCANTEC génère 34% de droits en plus que le régime d'épargne retraite à points, le plus intéressant pour l'abondement. L'affiliation à l'IRCANTEC se ferait, parce qu'il faut mettre que du conditionnel, parce qu'on n'a pas encore les décrets d'application, se ferait à partir du 1er septembre 2024 sur l'ensemble de la rémunération hospitalière, et ça on a bien insisté sur le fait qui était important, c'était de prendre en compte les gardes, mais aussi, alors moi en tout cas j'ai bien insisté là-dessus, de prendre en compte aussi la prime d'activité publique exclusive. Alors est-ce que ce sera bien pris en compte parce que c'est une prime, mais en tout cas ça a beaucoup de sens et ça change énormément les choses et ça fait partie des choses sur lesquelles, à mon avis, il faut bien se battre. Le taux de cotisation serait de 5,21% pour la cotisation salariale et 9,5% pour la cotisation employeur. Ce dispositif permettra d'atteindre un taux de remplacement similaire, en tout cas comme il est présenté dans les simulations faites par la DGES entre les personnels HU et PH, soit aux alentours de 44,5%. Le problème, c'est qu'évidemment, il va y avoir beaucoup de carrières différentes, beaucoup de profils différents, donc ça c'est une simulation sur un profil type. Ce que ça implique, en tout cas comme c'est présenté dans le cadre de la FAC qui est présentée par la foire aux questions qui est présentée par la DGES, ça implique un arrêt de l'abondement, en tout cas c'est une des choses qu'il faudra discuter, mais en tout cas c'est ce qui est présenté, sans empêcher les HU d'avoir une retraite complémentaire s'ils le souhaitent, mais sans l'abondement de l'hôpital. Pas de situation, en tout cas dans les projections qui ont été faites de désavantage d'après les simulations de la DGES, y compris pour ceux qui avaient un abondement, qui est l'abondement maximal obtenu depuis le Ségur de 12%. Alors par contre, ce qui est clair, c'est que pour cotiser, il faut cotiser. Donc ça implique une perte de salaire pour ceux qui n'avaient pas l'abondement, donc ceux qui représentent 33% des personnels HU comme on l'a vu tout à l'heure, avec un prélèvement de 5,2% de leur salaire. En revanche, pour les 67% de HU qui cotisent avec un contrat d'épargne retraite, en termes de coût, c'est l'équivalent de ce qu'ils mettaient sur ce contrat avec un taux de 12%. Là, vous avez sur la foire aux questions de la DGES une simulation. Alors, évidemment, comme toute simulation, en fait, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir, et je l'ai bien demandé à la DGES, disposer d'un outil qui permettrait à chacun de voir ce que ça représente pour lui-même. Parce que si on imagine un profil moyen, vous voyez que déjà, ça fait des écarts. Alors,
le profil moyen qu'ils ont fait, c'est celui qui se rapproche du cas le plus fréquent. Donc ce serait MCU à 37 ans, HU à 43 ans, retraite à 66 ans et 9 mois, et un 3e échelon de PUPH de première classe. Ça, c'est le cadre moyen qu'ils ont imaginé. Et pour ce cadre moyen, vous voyez qu'ils ont comparé la situation avec quelqu'un qui serait à l'abondement à 12%, qui est l'abondement maximal, donc ce n'est pas tous les HU, avec un taux de remplacement donc sans plan d'épargne qui est de 29,6% actuellement, avec un plan d'épargne à 12% de 41,9% et qui passe avec une affiliation Ircantec à 44,4%. Donc, en conclusion, je pense que sur toute la journée, vous avez eu clairement l'information sur la baisse de l'attractivité du statut de HU, avec un engagement personnel très important, un impact qui est déjà délétère, comme on le voit actuellement sur les postes de CCA. La retraite, c'est une source d'inquiétude, même si d'améliorer la retraite ne va pas résoudre tous les problèmes d'attractivité. Et puis surtout, c'est une non-valorisation de la continuité de soins, parce que pour tous les hospitalo-universitaires qui font des gardes, c'est quand même un comble de savoir qu'ils ne codisent pas sur cette activité. L'abondement, il est jugé, en tout cas par tous les intéressés avec qui j'ai discuté, même si c'est un sujet un peu pointu pour pouvoir s'en dépatouiller, qui paraît peu intéressant, et avec quand même des moyens qui sont consacrés par les hôpitaux qui pourraient être probablement mieux utilisés. L'affiliation à l'Ircantec, c'était une des propositions du rapport qu'on a réalisé avec les syndicats. Dans toutes les simulations de la DGOS, il semblerait qu'elle ne présente pas, elle présente une amélioration du temps de remplacement sans génération sacrifiée, mais là, c'est quelque chose qui a bien été détaillé. Le diable peut être dans les détails, donc c'est important de bien s'intéresser à chacun des points, et de toute façon, ça dépend encore des textes d'application, avec la nécessité d'un outil de simulation à disposition de tous, puisqu'il y a une grande variété de carrières pour nous permettre de savoir si, pour chacun, on arrive à améliorer les choses. Je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. Alors, Benoît, il te revient de répondre à nos jeunes collègues, dont Guillaume Bachelot, ici présent, et ceux qui se sont exprimés en vidéo. Quelles sont les propositions de la conférence des doyens pour améliorer leur statut? Merci, Philippe. Alors, effectivement, vous l'avez compris, on a une difficulté sur ce statut de CCA, et cette enquête vous a été présentée à plusieurs reprises depuis le début de la journée. Et je vais juste insister sur la différence entre les résultats de 2022 et ceux de 2023. En 2022, c'était la dernière année de docteur junior pour les DES en 6 ans, et donc il était normal qu'on ait une baisse des demandes, puisqu'on avait encore des jeunes qui étaient en internat, alors qu'habituellement, ils prenaient un poste de chef de clinique. Et donc la situation est encore plus grave qu'on ne le pensait, puisqu'on a quasiment le même pourcentage en 2023, alors qu'on a pu ce problème de jeunes qui ont retardé leur fin d'internat. Et donc, je l'ai dit ce matin au ministre, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, et Guillaume a fait la comparaison finalement entre le statut de CCA et le statut d'AH, et il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, à moins d'avoir un projet HU chevillé au corps. Un jeune a tout intérêt à être assistant des hôpitaux, il va travailler moins, il va être mieux payé, il aura plus de vacances. Bref, il n'y a pas beaucoup d'atouts pour le statut de CCA, hormis le fait que ces gardes sont mieux payés et que c'est effectivement un passage quasi indispensable pour ceux qui souhaitent faire cette carrière hospitalo-universitaire. Mais évidemment, on n'a pas tous décidé d'être PUPH quand on était externe. Et donc, les carrières se font avec des rencontres, avec des opportunités, et un bon nombre d'entre nous ont probablement, pendant leur clinica, rencontré un patron, alors il ne faut pas dire patron, excuse-moi Béatrice, mais rencontré un PUPH qui a su leur faire miroiter les intérêts de cette carrière extrêmement variée et passionnante. Et donc, l'objectif pour la conférence des doyens, c'est effectivement de moderniser ce statut afin de redonner du sens à ces postes HU contractuels, et puis bien sûr de restaurer un vivier des futurs HU dans toutes les disciplines. Et donc on a fait 12 propositions
que vous avez à l'écran, hein, le temps de travail hebdomadaire de 10 demi-journées pour les CCA à l'identique des assistants, et cela lissé sur 2 ans, de façon à donner une certaine souplesse dans ce processus. Possibilité de débuter une thèse d'université pendant son clinica, en étant rémunéré H et U pendant cette thèse, et donc la possibilité d'une année à plein temps dédiée à cette formation. Possibilité de mobilité pendant son clinica, pour ceux qui ont un projet HU évidemment, tout en restant rémunéré H et U pendant cette mobilité. Temps annuel de vacances équivalent à celui des assistants des hôpitaux, RTT compris. Une déclaration du temps de travail hospitalier avec un décompte d'un temps de travail additionnel au-delà de 5 demi-journées par semaine de travail clinique, donnant lieu soit à rémunération, soit à récupération. Un accès au concours de PH sur titre et travaux dès la première année de CCA. Actuellement, c'est plutôt en 2e année, et ça leur permettrait de gagner 1 an et d'éviter une année de PHC avant l'année probatoire. Le contrat de clinica étant de 2 ans, on ne prend pas de risque à permettre à nos jeunes de postuler plus tôt au concours de praticiens hospitaliers. Un accès direct dans le statut de PH au 4e échelon de la grille des PH. Autrement dit, en tant qu'ancien CCA, il y aurait un bonus, il y aurait une reconnaissance d'un statut plus méritant, et je pense qu'on est dans une discussion avec le ministère pour savoir à quel échelon il pourrait débuter. Un maintien des gardes rémunérées comme celle des universitaires titulaires, la prise en compte de ces années de CCA, bien sûr dans le calcul de la retraite, quel que soit le statut ultérieur, et notamment s'il reste dans un statut HU titulaire. Le maintien de l'accès au secteur 2 au titre d'ancien CCA, mais uniquement après 2 ans complets de statut de CCA, parce qu'il faut éviter des démissions au bout d'1 an, des missions qu'on voit déjà dans le statut d'assistant hospitalier. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut encourager. On veut encourager une immersion dans le monde hospitalo-universitaire pour 2 ans, le temps de leur faire prendre goût à nos métiers. Et donc, voilà, 2 ans avant d'avoir accès au secteur 2, une possibilité pour ceux qui confirmeraient un projet HU de poursuivre de façon sécurisée sur un poste de PHU pendant 8 ans, CCA compris. Alors c'est déjà possible, mais c'est loin d'être un toboggan, c'est loin d'être aisé. Les doyens cherchent les postes, sont obligés de gager des postes de CCA pour pouvoir avoir des PHU. Bref, il faut que ça soit simplifié, il faut que ça soit quasiment une logique, une sécurisation pour ces jeunes, à l'identique de ce qui est fait pour la médecine générale, puisque je rappelle que pour la médecine générale, les CCA, les CCU MG ont droit à 8 ans. Et puis un accès à la PESR sur décision du doyen et du conseil restreint de l'UFR, afin de valoriser ceux qui auront une activité universitaire forte, lisible, soutenue pendant leur clinica, et autant que faire se peut, qui confirmeront un projet hospitalo-universitaire. Donc voilà les 12 points qu'on propose pour revaloriser ce statut de CCA. Bruno Rioux et moi, on a remis en main propre aux 2 ministres ces propositions, donc ils les ont. Et j'ai entendu ce matin que Madame Retailleau nous donnait donc rendez-vous au plus tard à la fin de l'année universitaire pour que ce sujet soit soldé et qu'on se soit donc mis d'accord. Et donc vous pouvez compter sur l'investissement de la conférence des doyens pour porter ce sujet autant qu'il le faudra. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ces propositions qui, je pense, vont redonner de l'attractivité à ce statut en espérant qu'on soit écouté. Alors, pour la suite, Aurélie, le docteur... il faut peut-être faire une petite pause 2 secondes, que je vous explique. Le docteur Aurélie Dutane, qui est MCU à PH à Montpellier, s'excuse de ne pas être en présence avec nous aujourd'hui pour des raisons de santé liées à ce fameux virus que vous connaissez tous. Et donc, elle nous a enregistré sa communication.
Alors au CNU, nous avons fait les mêmes constats que vous tous. Nous avons lu avec consternation les résultats de l'enquête à PHU en 2021, qui était pilotée par le professeur Azoulay et le docteur Martin Dress. Nous avons vu autour de nous les démissions, en particulier de nos jeunes collègues MCU, et en particulier en 2021, comme le montre ici la publication du professeur Alves. Et pourtant, cette même année 2021, c'était l'année où paraissait le volet consacré aux carrières HU du Ségur de la santé. En réaction, et dès son élection à la présidence du CNU Santé, le professeur Godeau a souhaité constituer un groupe de travail et de réflexion autour de ce sujet. Comme vous le voyez, ce groupe comportait 10 MCUPH et une PUPH, tous nommés depuis moins de 5 ans, venant de disciplines variées, avec un ratio Paris-Province presque parfait. Et par contre, on n'a pas pu faire mieux qu'un homme 3/4 pour une femme. Nous avons eu aussi la participation de Madame Audrey Vézian, qui est sociologue chargée de recherche à l'ENS à Lyon et au CNRS, qui avait déjà travaillé sur cette thématique avec le précédent bureau du CNU. Et puis nous avons pu bénéficier de l'expérience de plusieurs présidents de section de CNU et d'un président d'université. Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises au cours du deuxième trimestre 2022 et nous avons fait les constats dont nous avons déjà parlé. Nous avons rédigé un rapport consensuel qui a été relu par l'ensemble du bureau du CNU et dans lequel figurent 6 groupes de propositions dont je vais vous parler. Le premier groupe de propositions concerne, comme pour les médicaments, l'accès précoce. Donc, le parcours HU, on l'a dit, il est long, on le sait, et au CNU, on est convaincu qu'il faut informer précocement les étudiants sur les carrières HU, sur qui ils ont en face d'eux, sur les strates qui leur fait cours. C'est ce qui permet de donner envie, de motiver à faire un Master 1 dès le DFGSM, pour pouvoir ensuite enchaîner rapidement, si on le souhaite, sur un Master 2 dès le DFASM et ne pas être bloqué, par exemple, après le clinica, à devoir faire un Master 2, voire des fois un Master 1 pour pouvoir continuer. En revanche, la thèse d'université nous semble à réserver à partir du 3e cycle pour maintenir de la cohérence dans la thématique que le candidat aura choisie. Et enfin, il ne faut pas non plus fermer la porte à des collègues scientifiques qui auraient fait des parcours brillants, mais avant les études médicales, et ce, c'est sur avis du CNU. Après l'accès précoce, le deuxième point qui a été beaucoup discuté, c'est la clarification et la sécurisation du parcours HU dès son initiation. Il semble qu'il y a un manque de transparence sur les attendus et c'est probablement un effort qui doit être fait de la part du CNU en termes de communication et puis aussi en termes d'explication de texte en local de la part des UFR et des CHU. Et justement, cette collaboration autour du candidat entre CNU, UFR et CHU, tel que c'est prévu par les mesures 7 et 9 du Ségur, c'est déjà appliqué dans certaines UFR et on a proposé d'y rajouter une espèce de rétro-planning avec des points d'étape, une espèce de calendrier d'attendus, des points d'étape réguliers qui permettraient de garantir la protection du temps universitaire un peu en temps réel. La mobilité, alors c'était un sujet délicat puisque la plupart d'entre nous dans le groupe l'avaient déjà faite avec plus ou moins de facilité. Et c'est vrai que les mesures du Ségur 1 et 2 qui annoncent que le salaire hospitalier et universitaire va être maintenu, par exemple pour un chef de clinique pendant 1 an pour la mobilité, c'est forcément bien accueilli, mais on s'est demandé si c'était vraiment suffisant et réaliste pour partir, par exemple, faire une mobilité de qualité à l'étranger, vivre 1 an à New York, par exemple, à l'âge où on a en général un conjoint et des enfants. Est-ce que c'est faisable avec un salaire de chef de clinique français ? Et donc pour cela, la cellule d'aide à la mobilité du CNRS nous a semblé un modèle extrêmement intéressant à suivre ou dont il faudrait s'inspirer au moins. Mais tout de suite, le groupe a envisagé des contreparties pour le candidat qui bénéficierait de ces aides en termes de publication, de rayonnement et pourquoi pas aussi d'engagement de services publics. Enfin, il y a des candidats qui craignent finalement d'être prêts, mais que le poste ne le soit pas. Et dans ces cas-là, pour simplement des raisons en général administratives locales, et dans ces cas-là, le financement d'un poste d'attente les rassurerait probablement. Le 3e point, c'est un point d'humilité. On s'est dit qu'il nous semblait humainement impossible de mener de front et parfaitement les 4 missions de soins, d'enseignement, de coordination et de recherche.
et que donc ces missions, elles doivent être menées un peu en quelque sorte à géométrie variable, mais ensemble quand même, puisqu'elles se nourrissent les unes les autres. Ça doit être intégré dans le projet de service en fonction des masses critiques de soignants et d'enseignants, mais jamais aux dépens du temps universitaire du candidat. Donc le projet de service, bien sûr, doit être adaptatif, il doit être évolutif, mais finalement, former un hospitalo-universitaire, ça doit faire partie du projet de service. Le 4e point, c'est la fonction managériale. Alors il y a 2 catégories de candidats, il y a ceux qui la souhaitent d'emblée, ils sont pas si nombreux que ça, mais ils ont besoin d'une formation managériale qui n'est pas encore obligatoire. Et puis il y a ceux beaucoup plus nombreux qui la redoutent. Et bien ceux-là aussi, ils ont besoin d'une formation managériale. Ils ont peut-être aussi besoin d'être déchargés de cette fonction en début de carrière. Et ça repense la question un peu taboue des praticiens hospitaliers qui deviendraient chefs de service, y compris dans des CHU. Le 5e point, ce sont les mesures d'attractivité sociale. C'est vrai qu'on ne fait pas HU pour l'argent, pour les vacances, mais bon. Alors on a déjà parlé de la retraite normalement, et c'est vrai que ce sont des discussions et des controverses qui ne sont pas toujours compréhensibles par tout le monde et pas très claires, y compris pour les jeunes. Par contre, ce qui est sûr et partagé par tous, c'est qu'il va falloir réfléchir sans tabou autour de certaines disciplines qui sont clairement en tension par rapport au privé, que ce soit des disciplines chirurgicales, des disciplines de biologie médicale, où il y a des difficultés bien sûr de rémunération, mais pas que, c'est aussi des problèmes d'organisation, de programmation de blocs opératoires, d'accès à du matériel de pointe. Il y a aussi la question très importante des disciplines à garde, pour lesquelles il y a une meilleure reconnaissance de la permanence des soins qui est très attendue par les collègues, puisqu'il nous semblait anormal que pour un même temps de garde, un hospitalier et un hospitalo-universitaire ne soient pas considérés de la même façon. Enfin, dans l'enquête à PHU, on a vu que les HU prenaient 10 jours en moyenne de formation sur les 42 qui leur sont autorisés, et on s'est demandé, mais que deviennent les 32 jours restants là qui s'accumulent année après année? Est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser pour partir en congrès par exemple, au lieu de dépendre trop des laboratoires? Enfin, et ce n'est pas des moindres, le Ségur prévoit des mesures pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le parcours HU, et parmi elles, des mesures de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Bien sûr, on ne peut que s'en réjouir. En revanche, des mesures de droit au temps partiel, alors ça nous semble un vrai progrès, c'est une prise en considération de la recherche chère aux jeunes générations d'un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, mais en fait, ça nous semble indépendant du genre. Finalement, toutes ces mesures du Ségur en vue d'égalité entre les femmes et les hommes dans le parcours HU, on se dit qu'elles seront peut-être faciles à évaluer, finalement, puisque les chiffres sont têtus et qu'il suffira de voir si ces mesures aboutissent à l'augmentation du pourcentage de femmes à un PUPH. Pour terminer, je vous présente donc la synthèse des propositions du groupe CNU Santé. Premièrement, donc, l'accès précoce à l'information et aux prérequis du parcours HU. Deuxièmement, la clarification et la sécurisation du parcours. Troisièmement, la souplesse chronologique dans l'articulation des 4 missions. Quatrièmement, une fonction managériale adaptée. Cinquièmement, le renforcement des mesures d'attractivité sociale. Et sixièmement, des mesures en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et je vous remercie de votre attention. Merci Aurélie, et l'introduction est toute trouvée puisque effectivement il s'agit pour Patrice Taourel et François Crémieux d'essayer de nous aider sur ce difficile chemin de la séparation des missions ou de la façon de les ordonner ou de les considérer séparément au sein d'une équipe en privilégiant la dimension recherche. Merci beaucoup. Il est 19h et passé et je vous remercie d'être là. En plus, pour entendre parler, et ce sera mon propos, de la nécessité de reconnaître le statut de PH de CHU, parce que c'est nécessaire pour les PH de CHU, mais aussi parce que c'est indispensable, à mon avis, pour les PUPH et pour les MCUPH.
je vais développer. On est tous d'accord sur le fait que la notion d'équipe médicale est indispensable à la qualité des soins, de la recherche, de la pédagogie et à l'attractivité médicale. À notre avis, et c'est ce qu'on va développer, dans un CHU, elle passe par une hybridation. Alors, je suis très prudent, partielle et accompagnée des missions H et des missions HU, et donc par une reconnaissance spécifique du PH de CHU. La notion d'équipe, on va passer très vite, il y a un paquet de papiers et de publications là-dessus. Elle reprend des choses qui paraissent évidentes, l'importance du leadership, de la communication efficace, de la cohésion, du respect mutuel. C'est peut-être pas la peine de le dire, même si ça va mieux en le disant. L'élément important, c'est que dans une équipe, il faut que le but soit clairement défini. C'est un but qui ne peut être que commun. Qualité des soins, volume de soins, respect des missions de CHU, existence d'une recherche de qualité, mission pédagogique à tous les niveaux de la pédagogie, en compagnonnage, à la faculté, au 3e cycle. Donc cette notion d'équipe, elle passe par un but défini, avec des missions définies et partagées. Un exemple très rapide, la greffe. La greffe, c'est typiquement une activité d'équipe et une activité HU. La greffe, c'est typiquement une activité dans laquelle vous regardez sur les tours de garde ou les tours d'astreinte, vous avez toujours des H et des U. Parce que vous n'aurez pas assez de monde et chez les H et chez les HU pour faire de la greffe hépatique, rénale ou cardiaque. La greffe, c'est une notion d'équipe parce que c'est une activité médico-chirurgicale. C'est une notion d'équipe parce que c'est une nécessité pour le CHU. C'est notre honneur, mais on doit le faire. Et c'est aussi quelque chose qui soutient nettement la recherche. L'hybridation partielle, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que sinon, si nous acceptons un HU à la quadruple fonction managériale, recherche, enseignement, soins, et puis qu'on aurait un H simplement avec une fonction soins plus ou moins managériale, et je voudrais dire que managériale, ça ne doit pas être un tabou, ça doit être accessible aux praticiens hospitaliers. Alors vous allez être en grosse difficulté, et nous allons être en grosse difficulté dans les activités d'enseignement. L'animation des ECOS, elle sera impossible de façon durable. Et d'ailleurs, si on prend une faculté hyper prestigieuse, la Sorbonne, dans le groupe de travail ECOS, il y a des praticiens hospitaliers. Vous ne pourrez pas faire l'impossibilité des cours en petits groupes. Il n'y aura pas de lien entre les cours théoriques et l'apprentissage par compagnonnage qui ne serait fait que par les praticiens hospitaliers. Et puis, les HU seront démonétisés auprès des internes. S'ils ne sont pas aussi sur une activité importante de soins, les internes, ils viennent d'abord chercher du soin, et puis on ne saura pas piloter nos plateformes de simulation. Pareil pour la recherche. L'activité de recherche clinique sera moins pertinente, il y aura moins d'inclusion, elle sera moins efficiente. Les chercheurs seront isolés. J'étais assez sensible à chercheur batching qui nous a été dit par une oratrice ce matin. Les PH seront démotivés. On parle d'universitarisation sur le territoire et ils ne pourraient pas s'impliquer. Et puis, ce serait aussi une négation de l'investissement réel des PH dans la production scientifique d'un CHU. Ça, c'est pas passionnant, mais c'est au CHU de Montpellier. Et qu'est-ce qu'on voit au CHU de Montpellier ? Que les 27% de nos points SIGAPS, alors je suis bien d'accord que le SIGAPS, c'est assez limitant, mais c'est la mesure d'évaluation qu'on a aujourd'hui. 27% de nos points SIGAPS dans les comptes fractionnaires sont faits, avec une évaluation fractionnaire, sont faits par des praticiens hospitaliers. Et effectivement, dans les très grosses publications, cela baisse. Une hybridation partielle, sinon pour l'activité de soins, n'oublions pas que le CHU est effectivement un centre de recours et qu'on ne peut pas avoir les HU qui sont hyper spécialisés et les H qui sont hyper polyvalents. Ça ne marche pas comme ça. Cette hyper spécialisation nécessite un réseau qui doit être national et qui inclut les praticiens hospitaliers. Et en plus, on le sait, ça a été dit, et c'est une raison de la difficulté à être HU, les soins sont très consommateurs et pourtant ils doivent intégrer les 25 à 30% de HU parmi le personnel médical titulaire pérenne. Enfin, l'hybridation partielle, elle est nécessaire pour la cohésion d'équipe. Sinon, les HU, ils sont épuisés, on l'a dit, et ils ne le font pas, à tenter d'exercer les 4 missions.
alors ils vont désinvestir le soin et ils vont être décrédibilisés vis-à-vis de leurs équipes. On va avoir des PUPH qui arrivent à tout faire, qui sont emblématiques mais isolés et dont la vie ne donne pas envie de donner envie, vous l'avez dit. On va avoir des phénomènes de clan et une forme de corporatisme. Et pour avoir maintenant 7 ans d'expérience de président de CME, il y a un certain nombre de situations de conciliation, voire de médiation, dans lesquelles on voit le HU contre l'équipe H, parce que par définition, les HU sont minoritaires. Et c'est donc pour ça aussi que cette hybridation partielle est nécessaire. Juste, mais vous le savez, ce que dit le CNG, le CNG, il montre quand même qu'en 2023, on avait un peu plus de 4000 PUPH et qu'on a 10 fois plus de PH, dont plus d'un tiers maintenant, et ça augmente, exercent en CHU. Et dans la pyramide des âges, effectivement, les HU sont nommés 7 ans après, on a un vieillissement de la population. Donc cette hybridation partielle, elle est également nécessaire. Alors comment on va y parvenir ? La force d'entraînement et de conviction, elle est nécessaire, elle est inspirante, mais elle n'est pas suffisante. Le statut de PH chargé d'enseignement aujourd'hui tel qu'il est me paraît un peu inadapté. Nous sommes, au sein de la conférence des PCME de CHU et vice-président de CME, contre le statut unique de PH et de PUPH, parce qu'il y a un risque d'uniformisation, parce qu'il y a une non prise en compte des parcours, et ce n'est pas la bonne solution. En revanche, il faut reconnaître la spécificité de PH de CHU. Ça va réunir les médecins au sein des CHU, au risque d'un nouveau corporatisme qui sera PH de CHU versus PH de non-CHU. Mais là, on est aujourd'hui réunis sur l'attractivité hospitalo-universitaire. Alors, comment le faire ? Sans doute, au minimum, par du temps dédié. Si on regarde ce que nous dit ChatGPT, alors c'est vraiment la vieille version, pourtant gratuite, en 2050. Mais le prompt a été bien fait. Elle dit, attention, il y aura une autonomie et une responsabilité élargie. On intégrera, il y a toujours IA. IA est le mot magique maintenant dès qu'on se projette. Il y aura un engagement des PH dans la recherche et l'innovation. Et il y aura aussi une implication des PH dans la gestion hospitalière. Et donc, je crains que ChatGPT, sur ce coup-là, ne se trompe pas trop. Mais j'avais travaillé avant de regarder ChatGPT. Donc, en conclusion, la quadruple mission ne peut être qu'une mission d'équipe. Et au sein de cette équipe, et ça peut tourner, il faut définir le rôle de chacun dans l'exercice des 4 missions, même si on sait que le ou les HU seront les promoteurs de l'enseignement et de la recherche. Les HU ne peuvent pas s'exonérer de la mission de soins parce qu'ils seront décrédibilisés, démonétisés, en tout cas dans des CHU de province, à part certaines hyper spécialistes, hyper grands chercheurs. Mais la majorité ne pourra pas s'exonérer de cette mission. Les PH de CHU doivent être intégrés dans les missions de recherche et d'enseignement. La mission managériale doit être un peu partagée. Le mot important pour moi, c'est qu'une hybridation partielle et accompagnée est nécessaire. Donc elle passe par une reconnaissance particulière du PH de CHU. Les modalités de cette reconnaissance doivent être instruites, mais il faut décider de le faire. Et elle passe au minimum par du temps dédié sur objectif. Et je vous remercie et vais passer la parole à François Crémieux. Patrice, vous avez remercié à 19h08 d'être encore là. Je vous remercie encore plus chaleureusement à 19h17. Et vous remarquerez que c'est le même Bisu qui s'est chargé d'essayer de vous parler en pleine hypoglycémie en fin de matinée et qui essaie de vous tenir éveillé en fin de journée. Je voudrais essayer de faire une hypothèse suite aux échanges qu'on avait eus avec Patrice dans la préparation de ce topo. Une hypothèse qui est peut-être un peu abusive, j'en sais rien, mais qui serait celle que finalement on serait arrivé sur ces sujets-là à un certain degré de consensus entre nous. Je ne suis pas sûr que ça aurait été le cas il y a 10 ans, mais il me semble, y compris au détour de la journée d'aujourd'hui, que le fait qu'il faille officialiser la répartition des missions, elle est parfois de fait, elle n'est pas toujours formalisée, et donc de reconnaître le fait que les différentes missions de soins, d'enseignement, de recherche, de management et éventuellement plus soient formellement répartis au sein de l'équipe me semble avoir atteint un certain degré de consensus. Il me semble également que le fait de se répartir et de formaliser la succession dans les missions tout au long de la carrière me semble également atteindre un certain degré de consensus. Et de nouveau, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'équipes, le fait d'essayer de se passer le flambeau
de nouveau, sur la recherche, sur le soin ou sur la formation au fur et à mesure de la carrière, commence à être une idée, je crois, assez consensuelle. Troisième remarque, de manière plus cynique peut-être, je ne sais pas si c'est consensuel ou pas, mais il me semble qu'il y a un élément qui l'est, c'est qu'on n'a plus vraiment le choix si on veut répondre aux enjeux de la journée, qui est de l'attractivité pour que les jeunes se retrouvent dans la manière de fonctionner au CHU. Alors je me suis interrogé suite à la présentation que m'avait passée Patrice sur finalement pourquoi est-ce que, si cette idée est effectivement consensuelle, si autour de la table on a globalement tendance à dire ce que l'on pense et à vouloir faire ce que l'on dit. Si par ailleurs on veut mettre en œuvre la proposition numéro 1 que nous nous faisons à nous-mêmes dans le cadre de ces assises, qui est très exactement de réaliser la dernière diapo et la conclusion de Patrice, alors pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à faire ce à quoi on croit et ce sur quoi on serait tous d'accord? Et je voudrais vous proposer, alors non pas avec un jeu de cerceau, mais de vous projeter dans l'idée que vous avez 50 ans. Pour certains d'entre vous, c'est une projection, pour d'autres, c'est un petit exercice de mémoire. Vous avez 50 ans et votre patron, pour le coup, c'est effectivement un patron, vient de vous annoncer qu'à 67 ans et demi, il pense qu'il est temps d'anticiper un peu et de vous passer la chefferie de service. Et donc, vous avez à ce moment-là un peu deux possibilités si vous êtes l'agrégé du service. La première, c'est de faire comme avant et de vous dire, ben voilà, je récupère les habits, le bureau, la fonction, je deviens chef de service et à compter de demain, j'assume la mission de soins, la mission d'enseignement, la mission de recherche, la mission de management, je deviens l'interlocuteur unique ou principal du doyen, du PCME, du DG, des autorités extérieures et finalement, je reproduis le modèle auquel j'ai assisté depuis des années. Puis vous avez une deuxième option qui est de dire j'ai assisté aux assises et finalement je vais essayer de faire autrement. J'ai 50 ans, je prends en responsabilité le service et donc il se trouve qu'il y a dans le service une jeune femme, dans 80% des cas, PH, qui a une certaine appétence pour l'accompagnement des internes, mais qui ne fait pas plus de formation théorique que ça, qui ne fait pas beaucoup de recherche, mais un peu, mais qui a un engagement managérial très fort. Et donc, je pense que plutôt que moi, de prendre la chefferie de service, il est une bonne idée que de confier cette chefferie de service à la jeune femme PH qui est extrêmement impliquée dans le service. Et puis, d'autre part, si je suis parisien, j'ai 4 ou 5 agrégés. Si je suis en province, j'en ai un peu moins, mais en tout cas, il y a quelques agrégés PU ou MCU. Et donc, je me dis que c'est aussi l'occasion de répartir les fonctions. Et donc, sur la recherche et sur l'enseignement, je vais très formellement contractualiser dans le service le fait que deux de mes collègues, un peu plus jeunes que moi peut-être, vont prendre cette responsabilité. Et donc, on va faire très exactement ce qui vient d'être présenté par Patrice. On va se répartir les fonctions et on va contractualiser entre les 4 ou 5 que je viens de vous citer, mais plus globalement dans le service, le fait qu'en fonction de nos classes d'âge respectives, on ne fait pas la même chose entre 30 et 45 ans quand on a une perspective universitaire, on ne fait pas la même chose après 45 ans, selon qu'on a une ERC ou des gros projets de recherche en cours. Et donc, je vais prendre le risque, à l'occasion du départ en retraite de celui qui assumait la chefferie de service, de répartir les fonctions. Je ne sais pas laquelle des deux options vous choisissez, mais si vous prenez la deuxième, vous mettez votre service en risque létal dans les mois ou les semaines qui viennent, ou les années qui viennent. Pourquoi est-ce que, je le dis de manière un peu provocante, pourquoi est-ce que vous mettez votre service en risque létal? Parce que tout notre fonctionnement hospitalier et tout notre fonctionnement universitaire est aujourd'hui organisé autour de l'hypothèse que le chef de service cumule ses fonctions. Et donc l'interlocuteur du doyen pour aller négocier les postes de chef, et essayer de ne pas s'en faire piquer un à la prochaine révision, pour aller négocier les postes d'interne avec les différents responsables de DES, pour être présent à la prochaine révision des effectifs HU, pour essayer de ne pas planter la promotion dans 2 ans d'un MCU qu'on a sous son aile. Toute notre organisation hospitalière dans les relations avec la direction générale et le fait d'être en interaction facile avec un directeur général ou son équipe sur les questions plus hospitalières, le quotidien du service, les travaux, les équipements, la révision des effectifs H de l'année à venir et éventuellement la négociation avec la direction des soins sur les paramédicaux et les effectifs. Je m'arrête là, mais j'ai en tout cas moi la perception, et je vous le mets en réflexion, mais que certes, ce serait sans doute bien qu'on se répartisse les fonctions et qu'au sein des équipes, on arrive à fonctionner de manière plus collective. Tout notre fonctionnement hospitalo-universitaire est plutôt fondé sur l'hypothèse inverse, qu'il y a cumul des responsabilités, cumul des fonctions dans le temps, et qu'un chef de service qui veut promouvoir non seulement son service, mais sa discipline, a plutôt intérêt, au sens littéral du terme, à pas trop lâcher les responsabilités et à pas trop les répartir. Mon propos, et je m'en arrête là, n'est pas un propos pessimiste sur le fait que la mise en œuvre de la proposition numéro 1 serait impossible.
Je pense qu'elle est nécessaire, on s'y est engagé, et il faudra donc qu'on le fasse. Mon propos est plutôt un propos d'interpellation à nous tous, moi le premier, vous aussi, sur le fait que si nous voulons réaliser cette proposition et effectivement réorganiser le fonctionnement des équipes, alors il va falloir, dans les mois qui viennent, qu'on s'interroge sur ce qu'il faut faire bouger dans le fonctionnement hospitalier et dans le fonctionnement universitaire pour rendre compatibles nos fonctionnements et l'exercice du pouvoir dans nos institutions avec le fait que demain, les responsabilités soient partagées dans le temps et en même temps entre les différents membres d'une même équipe. Merci beaucoup. Bon, Benoît, je n'ai pas tout à fait tenu mes engagements. Nous avons dépassé 12 minutes. J'espère que tu nous pardonneras. Mais en tout cas, merci à tous les intervenants pour cette passionnante session qui, je trouve, ouvre vraiment sur des propositions très intéressantes. Bonne soirée à tous. À demain matin.